continue de passer en revue les enjeux de cette COP avec notre invité de ce samedi matin. Avec nous, Frédérique Roeder. Bonjour, vous êtes vice-présidente de l'ONG internationale Global Citizen en charge du plaidoyer international et du financement du développement. Vous avez aussi dirigé l'ONG internationale One et vous connaissez bien le monde du financement du développement. Qu'est-ce que vous pensez du lancement de cette COP? Que vous ont inspiré les premières déclarations des responsables politiques sur place? Bonjour. Alors tout d'abord, je dirige maintenant le secrétariat qui travaille sur les taxes solidaires, mais je reste associée aussi à Global Citizen. Et je pense que là, ce qu'on a vu déjà à Belém, c'est une bonne entrée en matière. Il y a eu des annonces importantes, par exemple, sur la lutte contre la déforestation. Mais ce n'est que le sommet des dirigeants. La COP commence vraiment lundi. On a 2 semaines pour avancer sur différents dossiers très importants. Donc le vrai travail commence maintenant. Je vous propose qu'on réécoute ce qu'a déclaré Laurent Fabius avant-hier. C'est lui, rappelez-vous, qui avait présidé la COP de Paris ayant abouti aux accords du même nom. On l'écoute, on se retrouve dans quelques secondes. Petit marteau, le marteau avec lequel, il y a 10 ans exactement, j'ai scellé l'accord de Paris qui nous rassemble tous aujourd'hui. Le mot d'ordre à Belém, ça doit être « implement, baby, implement ». Implement, baby, dit Laurent Fabius. Frédérique Roeder, il faut enfin passer de la parole aux actes 10 ans après les accords de Paris. Alors, on est déjà passé aux actes à beaucoup d'endroits et on voit que l'accord de Paris fonctionne. Mais c'est sûr que là, maintenant, l'idée, c'est de passer à une vitesse supérieure. Et donc, le mot d'ordre de la mise en œuvre est très important. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On l'a déjà vu en amont de la COP. Il y a beaucoup de pays qui ont annoncé leur contribution nationale pour leurs objectifs climatiques pour 2035. Donc, donner en fait une indication de où on va d'ici les 10 prochaines années. Donc, ça, c'est très important. Là, maintenant, les pays se retrouvent à la COP. On sait que pour le moment, le compte n'y est pas. On n'arrive pas à contenir le réchauffement climatique. Les contributions nationales ne sont pas suffisantes. Mais c'est justement pourquoi aussi il est important que les pays se retrouvent, négocient et trouvent des moyens d'avancer rapidement. Et ces moyens existent, même dans un contexte géopolitique difficile. Peut-être pour donner 2 exemples, un groupe de volontaires pourrait par exemple avancer pour limiter les fuites de méthane. C'est un moyen très rapide pour contenir le réchauffement climatique. Et sur la question des financements, qui est toujours une question épineuse, il y a la possibilité d'avancer sur ce qu'on appelle des taxes solidaires et donc trouver de l'argent additionnel, notamment pour financer la résilience et l'adaptation. Et justement, parlant des financements, quand on pense aux outils de lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle planétaire, on se perd un peu sur ce qui existe. Aujourd'hui, à quoi ressemble la finance climatique? Qu'est-ce qui fonctionne? Alors là, à nouveau, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis de nombreuses années. Et alors déjà, ce qu'il faut me dire, c'est que ce qu'on a vu en matière de financement, c'est que les financements commencent à se réorienter, les financements publics et privés, par exemple vers les renouvelables. Alors, pas suffisant encore, mais on voit vraiment une grande différence. Aujourd'hui, le ratio d'investissement est 2 à 1 entre les renouvelables et les fossiles. Donc ça, il faut que ça continue. Mais plus précisément, ce qui est toujours la question qui est très difficile à chaque COP, et ça là depuis des années, c'est la question des financements, notamment pour les pays les plus vulnérables. Et l'année dernière,
les pays se sont mis d'accord sur 2 objectifs. C'est déjà 300 milliards en financement public pour aider les pays les plus pauvres, les plus vulnérables à faire face au changement climatique, mais après aussi mobiliser 1300 milliards en financement. Là, c'est un mix de financement privé et public. Alors, on a maintenant une feuille de route qui a été présentée notamment par la présidence brésilienne il y a justement 2 jours. Donc ça, c'est très important. C'est une bonne base pour les discussions. Il y a énormément de recommandations dans cette feuille de route. Et je pense que ce qui est important, c'est que ces recommandations, pour une grande partie, peuvent être mises en œuvre par un groupe de pays. On n'a pas forcément besoin d'avoir un accord mondial. Frédéric Roeder, à cette COP, pardonnez-moi, on a aperçu tout à l'heure à l'image le président brésilien Lula qui a fait de la question de la sortie des énergies fossiles une question essentielle, même si ça ne figure pas officiellement à l'agenda de cette COP. Est-ce qu'il y a quelque chance qu'on aboutisse à un accord sur cette question de la sortie des énergies fossiles? Des experts disent qu'il y a 0 chance. Alors, je pense il n'y a jamais 0 chance. Alors, tout d'abord, on a bien évidemment l'accord de la COP 28 sur la sortie des fossiles. Et là, à nouveau, donc, on est dans la mise en œuvre. Donc, ça, c'est très important. En fait, c'est acté qu'il faut qu'on sorte des fossiles. Ça a été la grande avancée d'il y a 2 ans. Comment est-ce qu'on avance? Alors, je pense que, d'une part, juste parce que ce n'est pas à l'agenda aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Déjà, l'agenda, elle va être discutée en début de COP. Et comme je disais, ce qui est important aussi, c'est d'une part ce qu'on peut faire tous ensemble, mais aussi là où on peut voir des groupes de pays avancer. Je vous ai déjà mentionné le méthane, par exemple. On pourrait aussi s'imaginer qu'on voit une feuille de route un peu plus précise sur la question de la sortie des fossiles. Elle ferait un peu miroir à ce que je disais sur les financements. En fait, c'est ce qu'il faut maintenant, des feuilles de route, des recommandations très précises qui n'existent pas seulement sur le papier, mais que des pays endossent et avec lesquels ils avancent. Et ça, c'est possible. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire. C'est pourquoi aussi, justement, on a une COP. C'est pourquoi tout le monde se réunit à Belém. On a 2 semaines pour avancer. Et justement, parlant de ce format des COP, un ancien ministre français de l'Environnement, Brice Lalonde, pour ne pas le nommer, a dit l'année dernière que les COP étaient devenues une machine à négocier du vide. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez, tant soit peu, quand on voit le psychodrame qu'on a souvent à la fin de ces conférences? Alors, je ne partage pas le constat. Je parlais déjà de l'accord de Paris. On a vu l'impact qu'a cet accord aujourd'hui. On était en route pour un réchauffement de 4% en 2015. Aujourd'hui, on est en route vers 2,6, 3. Donc, c'est déjà une énorme avancée et elle n'aurait pas été possible sans une COP. Il y a 2 ans, on a eu l'accord sur la sortie des fossiles. Alors, avoir un accord à la COP, ça ne veut pas dire que la mise en œuvre derrière, elle suit, mais déjà, c'est la première étape. Et mine de rien, c'est un moment chaque année où les États se retrouvent pour discuter des avancées, pour voir s'ils peuvent aller plus loin, mais aussi c'est un moment de contrôle, de dire où est-ce qu'on en est, un état des lieux. C'est très important. Et aussi, je pense que ça, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où tout est en train de se morceler, les COP, ce sont des moments où tous les pays se réunissent autour de la table. Il ne faut pas oublier que le changement climatique n'est pas une question théorique pour un grand nombre de pays aujourd'hui, notamment les petits pays insulaires, qui ont d'ailleurs dans le passé fait avancer souvent les négociations. Et heureusement. Donc on a tous les pays autour de la table. C'est difficile. Ça peut créer des moments très difficiles, comme vous dites, notamment à la fin quand le temps est compté. Mais en même temps, c'est là que l'action se passe. Et je pense qu'on ne peut pas décider d'avancer dans la lutte contre le changement climatique sont ceux qui sont en première ligne. Une dernière question, Frédéric Roeder, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette COP 30 à Belém?
Alors moi, j'attends un sursaut collectif sur cette question de comment contenir les 1,5 et il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Et je veux aussi savoir des avancées concrètes sur les financements. Je parlais des petits pays insulaires, par exemple. On peut parler aussi des pays les plus pauvres, par exemple en Afrique. Ils ont besoin de plus de financement et notamment plus de subventions. Et ça peut venir, par exemple, de taxes solidaires sur les vols premium. Il y a des initiatives concrètes qui sont en cours, qui pourraient aboutir d'ici 2 semaines. La France a dit sur cette question, tout comme l'Espagne, qu'elle était prête à y réfléchir. Merci beaucoup, Frédéric Roeder, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous de la COP 30.